pays développés, des pays qui sont dans des zones moins prospères. Prenons pour exemple le pays le plus riche d'Afrique. Inégalitaire au monde malgré tout, l'Afrique du Sud. 25 ans après l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela, la société sud-africaine est toujours extrêmement polarisée. La minorité blanche bénéficie toujours du capital accumulé sous le régime de l'apartheid. Plus de 90% des biens sont détenus par moins de 10% de la population. Au pouvoir depuis 1994, l'ANC a souvent promis de mettre en place un véritable impôt sur la fortune pour réparer les injustices du passé, mais rien n'a été. Et l'accent est mis sur l'attractivité vis-à-vis des investisseurs sud-africains et étrangers. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Noé Oshé-Baudin, Johannesburg. Le système de taxation sud-africain doit faire face à un défi majeur aujourd'hui. Ce n'est pas tant le taux d'imposition qui pose problème, mais le faible nombre de contribuables parmi les 55 millions de Sud-Africains. Mounir Hassan est professeur à l'université. Is only about 5 to 6 million. Nous avons maintenant 5 ou 6. Et parmi eux, 500 000 participent à hauteur de 80% des recettes totales du pays. Selon lui, il existe déjà un ISF à la sud-africaine. Nous avons déjà en Afrique du Sud une taxe sur l'immobilier, une taxe sur l'héritage, qui sont des impôts sur la fortune. Introduire un nouvel impôt sur la fortune ferait peur aux Sud-Africains. Ici, par exemple, 20% les biens immobiliers d'une valeur supérieure à 220 000 euros et à 25% au-dessus de 2 millions d'euros. Une taxe qui aurait déjà fait fuir beaucoup de riches sud-africains, affirme Ruan Van Eden, expert fiscal à Geneva Management Group. Si vous regardez les statistiques, depuis 10 ans, plus de 250 000 personnes ont émigré d'Afrique du Sud. Et on estime la perte en termes de revenus liés aux taxes à près de 12 milliards d'euros. Un exode motivé aussi par les dysfonctionnements du modèle sud-africain. En tant que contribuable, vous devez être sûr que vous bénéficiez des taxes que vous payez. Et c'est un grand problème en Afrique du Sud. Beaucoup de contribuables, et particulièrement les très riches, ont la sensation de ne pas avoir de retour sur investissement. Le parti de Mandela, l'ANC, promettait un ISF il y a 25 ans déjà. Ce n'est tout simplement plus la priorité, assume énormément. Directeur du comité de transformation économique de l'ANC. On ne peut pas dire ce qu'on ne le fera pas dans 10 ans. On peut dire qu'on ne le fera pas dans les 3 ou 5 ans. Pas maintenant. À cause de la situation économique, il n'y a pas de proposition à l'heure actuelle. La première priorité pour le président, c'est attirer l'investissement. Dlamini de l'ONG Oxfam a lui un autre avis sur l'immobilisme de l'ANC. Il y a un manque de volonté politique. Après 1994, beaucoup de figures de la lutte, comme le président Ramaphosa, sont devenus millionnaires d'un jour à l'autre. Et ils ont été membres de cette alliance. Lors du grand discours sur le budget mercredi dernier, aucune annonce n'a en effet eu lieu sur un possible ISF sud-africain. Un reportage à Johannesburg signé Noé Oshé-Baudin dans l'école Écho d'ailleurs sur RFI. Il y a un mot qui m'a interpellé dans ce reportage, qu'on n'a pas encore prononcé dans toute cette émission, qui est le mot succession, un peu sur les successions. Est-ce que c'est une manière de taxer la richesse? Moi, je pense que c'est une manière plus efficace. Une manière efficace, c'est vrai que pour lutter contre la concentration de patrimoine, le mieux, c'est effectivement sur l'impôt sur les successions. Et que en tout cas, c'est quelque chose qui serait plus effectif que l'ISF. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème de l'ISF, c'est qu'il est autodéclaré. Et donc, là, on parle de la France. On parle de la France. Ce qui n'est pas le cas effectivement de l'équivalent danois, l'équivalent suisse, mais en tout cas tel qu'il était perçu, l'ISF il était autodéclaré. Et donc il y a une tentation, surtout parce que l'essentiel de votre patrimoine est immobilier. Par la maison famille qui est dans la famille depuis 20 ans, depuis 30 ans, elle vaut combien? Bon allez, je sais que le seuil de l'ISF est à 1,2 million, elle vaut à la louche, certains experts immobiliers vont me dire qu'elle vaut 1,1 million, d'autres vont me dire qu'elle vaut 1,3 million. Quelle est la valeur que je déclare à l'administration fiscale? Qu'est-ce que vous feriez, vous, monsieur Boris, si vous étiez dans cette situation? Je déclarerais 1,3 million sans problème. Bien sûr, bien entendu. Citoyen. Bien entendu. Non, mais surtout qu'il faut savoir qu'entre celui qui a un patrimoine de 1 199 000 et celui qui a un patrimoine de 1 200 000, tout de suite, on passe de la ISF de 0 à 2500 euros, je crois. Donc il y a un effet de seuil. En plus, le barème de l'ISF est très mal fait parce que il pousse en tout cas à la sous-déclaration parce que justement, il y a un effet de seuil.
niveau d'impôt qui pousse à cette déclaration. Donc il y a plein de choses qui peuvent faire. En revanche, avec l'impôt sur les successions, vous n'avez pas cet effet de ça. Vous avez différentes tranches, mais vous n'avez pas cette discontinuité. Et il y a autre chose qui est très intéressant, c'est que lorsqu'il y a une succession, il y a une partie tierce entre l'administration fiscale et le contribuable qui intervient. Ce sont les notaires. Et donc, on pourrait très bien envisager de demander aux notaires de faire davantage de travail de certification de la valeur de la société. Et de ce qui permettrait de cette possibilité d'évasion. Si vraiment on voulait... En plus, il faut savoir qu'avec le vieillissement de la population, le rôle des héritages va de plus en plus augmenter à l'avenir. Effectivement, on peut utiliser un peu sur les successions pour le patrimoine. Il y a deux choses. La première, c'est de bien se rendre compte qu'il y a des niches. Là encore, il y a un homme qui s'appelle l'assurance vie, qui bénéficie d'une fiscalité privilégiée, non seulement en revenus, mais aussi au niveau des successions. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas supportable. Il faut absolument que les choses soient simplifiées et que les barèmes soient uniformes. La deuxième chose, c'est qu'on se rendre au citoyen. L'impôt sur les successions est aujourd'hui l'un des impôts les plus impopulaires. Pourquoi ? Parce que tout le monde pense qu'il va hériter, et donc tout le monde pense qu'il va être soumis à l'impôt sur les successions. Ce dont il s'agit ici, c'est de taxer les gros. C'est de taxer les gros héritages. Parce que c'est justement ce... C'est quoi un gros patrimoine ? En tout cas, c'est largement au-dessus de 200 000, 300 000 euros. Parce que ce qu'il faut... en tout cas, il y a aussi le seuil, il faut en discuter. Le seuil, c'est quelque chose de politique. C'est d'éviter que les 1% les plus riches accumulent beaucoup plus de patrimoine que les autres. Donc les 99%, les 98% qui sont en dessous n'ont pas forcément à craindre une réforme d'alourdissement de la taxation des patrimoines. Et au contraire, je pense que c'est l'un des outils les plus efficaces pour combiner le désir, qui est important, de lutter contre la concentration du patrimoine, tout en essayant de limiter les effets désincitatifs sur l'investissement, l'activité que l'on peut craindre de l'impact de l'ISF. Charles, ça vous rassurerait ? Je crois pas. C'est antinomique, on peut très bien avoir les deux et l'argument que je retiens, c'est de dire l'ISF a des trous, donc supprimons-le. On peut avoir aussi un argument complémentaire ou au contraire qui dirait des trous, comblons-les. C'est autodéclaratif, on peut changer ces façons-là, on peut embaucher des personnes dans l'administration fiscale pour mieux récupérer l'impôt. Donc moi je trouve que c'est aller un peu rapidement de dire voilà, il y a des trous, on le supprime. Guillaume Malek ? Moi, je suis plutôt favorable à l'imposition sur les successions. D'ailleurs, Emmanuel Macron, quand il était encore ministre de l'économie, avait dit que c'est un bon impôt, mais les droits de succession sont un bon impôt. Mais là, on a vu qu'il a supprimé l'ISF sur le patrimoine financier sans augmenter les droits de succession. Pourquoi ? Parce que effectivement, l'ISF était l'impôt le plus populaire. Et les droits de succession est l'impôt le plus impopulaire. Donc c'est effectivement difficile de penser qu'on va pouvoir augmenter drastiquement les droits de succession alors que c'est l'impôt le plus impopulaire. Pourquoi c'est un impôt impopulaire ? En partie parce qu'il touche plus de gens que l'ISF. L'ISF c'était 1% des foyers fiscaux, les droits de succession c'est 1%. Donc il y a quand même déjà 80% des gens qui sont exonérés. Et un argument aussi qu'on entend souvent, c'est de dire que les droits de succession seraient une double taxation. On a déjà payé un impôt sur le revenu et là on va repayer un impôt sur l'impôt. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse partie du patrimoine de succession qui n'a jamais été taxée, notamment sous forme de ce qu'on appelle plus-value latente. C'est-à-dire que si vous avez acheté un appartement à Paris de 100 000 euros il y a 20 ans, aujourd'hui il vaut 600 000 euros. Donc vous en avez de revenus finalement qui n'ont jamais été imposés. Et ce que font les Canadiens, c'est qu'ils ont remplacé l'impôt sur les successions par un impôt sur les plus-values latentes lors des transmissions. C'est-à-dire que lors de la transmission, vous allez payer sur la plus-value latente, c'est-à-dire 600 000 moins 200 000, vous allez payer un impôt de 400 000 euros. Alors les Canadiens, ils imposent beaucoup parce que ça, c'est dû pour l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que c'est imposé avec un taux marginal à 40%. Et donc ils récupèrent beaucoup d'argent par ce biais-là, malgré le fait qu'ils aient supprimé les droits de succession. On n'a pas dit un mot malgré tout de ce qui se passe en Afrique du Sud, de cette situation surprenante où il y a quand même très peu de gens qui payent l'ISF, puisqu'il n'y en a pas, mais l'impôt. Vous savez, quand l'impôt rentre, c'est l'administration foncière. L'Afrique du Sud est un pays formidable. C'est un pays incroyablement violent. Je crois que Johannesburg est l'une des métropoles où le taux de criminalité est le plus élevé. Et typiquement, c'est un impôt où j'imagine que ce qui décourage les investisseurs, c'est beaucoup plus, j'imagine, des problèmes de sécurité et d'insécurité que des problèmes de fiscalité.
Il faut savoir que dans la manière dont les pays nous donnent d'abord des impôts relativement faciles à administrer. Historiquement, en France, on a utilisé des impôts indirects, on a utilisé des droits de douane. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est observé. L'impôt sur la fortune, ça nécessite une administration assez sophistiquée. Parce que justement, il faut être capable d'avoir un système de déclaration par des tiers de la valeur du patrimoine, ce qui nécessite des institutions qui sont compliquées. Donc mieux vaut d'abord améliorer pour l'État la sécurité pour améliorer la perception des impôts entre guillemets classiques. Mais intuitivement, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise stratégie que d'essayer d'abord d'avoir de bonnes rentrées fiscales sur les impôts classiques avant de se lancer dans des impôts qui nécessitent une administration sophistiquée. Cette émission est maintenant terminée. Merci Étienne Lehmann, c'est sur ce mot sud-africain que nous accompagnons. Elle a été réalisée et mise en onde par Mathias Golfani et Olivier Roux. Je vous remercie Étienne Lehmann, Guillaume Allègre, Léo Charles d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous réécouter sur le site internet www.rfi.fr ou sur l'application Pure Radio de votre téléphone portable. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.